Voilà, les charges déductibles du résultat et optimisation fiscale. Si vous pouvez juste me valider que c'est tout bon pour tout le monde, que vous voyez bien le diaporama en grand, on va dire. Voilà, par le biais du chat, valider que c'est bon. Alors, je vois que ça commence, je n'ai qu'une question. By Pro et RP. Écoutez, on va suivre au fur et à mesure. Parfait, bah écoutez, et puis vous aurez la réponse certainement en temps voulu. Tac. Alors je suis désolé, des fois je vais m'interrompre quelques instants pour faire entrer des personnes, que ça arrive vraiment au compte-gouttes. J'ai un petit bip dans les oreilles à chaque fois que j'ai des personnes en salle d'attente. En tout cas, c'est parti. Allez, on va démarrer les charges déductibles du résultat et l'optimisation du coup fiscale. Donc on s'adresse à des sociétés, mais pas que. Également à des personnes qui ont du coup des structures juridiques, on va dire personnes morales, donc des sociétés, ou bien ce qu'on appelle des entreprises, hein. C'est un terme juridique différent qui va concerner toutes les personnes qu'on appelle voilà, entreprises, et du coup entreprises individuelles, donc qui sont en fait en nom propre et qui exercent une activité en nom propre, tout ce qui va être soumis à l'impôt sur le revenu du coup en catégorie BIC, bénéfices industriels et commerciaux, ou BNC, les bénéfices non commerciaux. Donc en fait, on va avoir 3 régimes fiscaux à chaque fois. Les charges déductibles ne sont pas totalement les mêmes. Donc quand on est en entreprise individuelle, en nom propre, BIC ou BNC, et quand vous êtes en société, à l'impôt sur les sociétés, voilà, ce qui va être l'objet principal là, c'est tout ce qui relève de la catégorie fiscale de l'impôt sur les sociétés, mais il y a une grosse majorité de charges qui sont communes, en tout cas un traitement fiscal commun, avec des petites nuances, mais j'y viendrai, ouais. Toc. Alors quand vous voyez que je fais une pause, c'est parce que je dois faire entrer des personnes, je suis navré. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. C'est parti. Alors, au niveau de la du sommaire, du coup, qu'est-ce qu'on va voir? Déjà, on va voir pourquoi est-ce qu'on veut à tout prix, j'ai repris l'expression commune, hein, passer des charges. L'idée aussi de ce webinaire, c'est de vous donner un peu, voilà, notre point de vue et on va dire une approche un peu différente, je pense, on va dire de la gestion d'entreprise. C'est le but de l'ensemble de nos webinaires, hein, c'est de vous éclairer sur ce monde un peu obscur qui est le monde de l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup d'informations sur Internet. Vous pouvez échanger des fois avec vos voisins, vos amis, vos cousins, avoir des informations qui sont souvent ni bonnes ni fausses, mais qui vont dépendre d'un contexte, d'une compréhension. Voilà, le bouche à oreille en entrepreneuriat, en fiscalité, en droit, c'est jamais très bon. Quand la personne vous dit je fais comme ci, je fais comme ça, ou je fais ci, je déduis ça, on va y revenir, hein, mais déjà, c'est important de savoir pourquoi est-ce que c'est potentiellement intéressant de passer des charges. Hormis le fait que ce soit la société qui paye, on verra qu'il y a un coût qui est relativement très différent. Ensuite, les grands principes de la déductibilité d'une charge, c'est-à-dire que dans quelle mesure une charge est-elle déductible de façon théorique. On verra des exemples précis sur tout ce qui est charges un peu qui peuvent revenir où on a forcément des doutes. Mais déjà, quel est le principe de déductibilité? Que dit l'administration fiscale? Dans quelle mesure j'ai le droit de déduire telle ou telle chose? Donc ce sont des grands principes. Si je m'amuse à déduire alors que j'ai pas le droit, en tout cas aux yeux du contrôleur, je n'avais pas le droit de le faire, eh ben, quel risque en cas de contrôle fiscal? Concrètement, voilà, j'ai passé une dépense personnelle, je n'avais pas le droit de déduire, je me fais contrôler. Donc contrôle, ça peut bien se passer, hein, mais ça peut aussi, on peut être sujet à une proposition de redressement fiscal. Et pour le coup, voilà, quel est le risque, quelles sont les pénalités que vous encourez. Et on verra souvent si le jeu en vaut ou pas la chandelle, puisque il n'y a pas qu'une question, c'est pas qu'une question pécuniaire, on ne parle pas forcément que d'argent. D'ailleurs, ça peut déclencher du coup d'autres contrôles. Et j'y reviendrai. Les grandes catégories de charges pour lesquelles on se pose des questions ou non, donc on verra ça tout à l'heure, et focus sur les cas classiques, ce sont les cas du coup qui reviennent régulièrement, pour lesquels je vais être amené à statuer. Je vous donnerai mon avis et puis vous verrez, vous ferez le vôtre. L'idée, c'est que je puisse vous donner les clés de la bonne réflexion donc, à avoir pour que vous puissiez demain prendre des décisions par vous-même et avoir une vue d'ensemble de ce qui peut être fait ou pas. Le premier point, c'est pourquoi vouloir passer des charges? Pourquoi vouloir dire, voilà, cette charge-là, je la passe sur la société plutôt que de la payer en perso?
voir qu'il y a un aspect trésorerie, évidemment, comme c'est la société qui paye, ça ne sort pas de votre poche, mais il y a également du coup un aspect du coup, on va dire résultat et du coût de revient. J'ai pris l'exemple d'une chaise, écoutez, je savais pas quoi prendre comme exemple et finalement je me suis dit que voilà, ce sur quoi j'étais assis, c'était le plus simple et peut-être le plus parlant, puisqu'on est tous a priori assis à une chaise maintenant. Combien coûte vraiment une chaise à 120 €? Voilà, c'était pour vous alerter un petit peu. J'arrête pas d'être coupé par des personnes qui rentrent un peu en retard, mais on va les faire rentrer, c'est pas grave. C'est juste que c'est perturbant un petit peu. Donc combien coûte vraiment une chaise à 120 €? Parce qu'en fonction que si vous l'achetez, enfin si vous achetez la chaise à titre personnel ou si vous l'achetez sur la société, on va avoir 2 prix différents. On va voir là que ça il y a une petite, même une grande différence et on va y venir tout de suite. Donc encore une fois, je reprends ici des exemples sur la base d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et non pas à l'impôt sur le revenu. Il y a d'autres calculs, les résultats sont sensiblement différents, mais le principe, on va dire le grand principe est le même. Donc combien coûte vraiment une chaise à 120 € si on l'achète sur la société? Donc ce qu'il faut savoir, c'est déjà une chaise, voilà, dans le magasin, elle est affichée à 120 €. Dessus, vous allez pouvoir, pour la majorité d'entre vous, récupérer la TVA. Encore une fois, il y a des subtilités, des choses à personnaliser en fonction de vos cas, du coup, personnels. Mais j'ai pris, on va dire, ce qui concerne 80 des gens qui sont ici, en tout cas qui étaient inscrits au webinaire. S'il y a des choses à voir qui sont un petit peu différentes, on verra en cas particulier. C'est pas un souci. Donc une chaise affichée à 120 €, je récupère la TVA. La TVA qui grève une chaise, elle est au taux de 20%. 20% sur le hors taxe, hein, pas 20% sur le TTC. Donc si on fait le calcul à l'envers, 120 € TTC, je récupère la TVA auprès du fisc. Donc j'ai bien un montant hors taxe à 100 €. 100 € qui vont entrer en déduction du coup sur ma société et pour lesquels j'aurai une économie d'IS puisque ça va venir diminuer mon bénéfice de 100 € et du coup, au minimum, hein, si vous êtes au taux réduit, donc ce qu'on appelle le taux réduit des PME, à 15%, je rappelle, hein, l'imposition à l'IS, c'est 15% du bénéfice jusqu'à 38 120 € de bénéfice. Et au-delà, on est à 26,5 maintenant, et puis on passera à 25% à compter de l'année prochaine. Donc là, j'ai pris le cas le plus simple, avec du coup 15% du coup, de taux d'IS. Donc quand j'intègre une dépense à 100 €, elle me revient finalement à 85. Donc la chaise qui valait 120 € facialement vous revient concrètement à 85 € du fait de la récupération de la TVA et de l'économie d'impôt sur les sociétés. Si on fait la même chose, la même chaise, exactement la même, hein, vous ne serez pas moins bien assis ou mieux assis dessus, et vous l'achetez cette fois à un titre particulier. Ce qui arrive, c'est que souvent, quand on est en création d'entreprise ou même quand l'entreprise voilà, va par négligence ou parce que l'entreprise voilà, a un peu moins de trésor, on souhaite préserver la trésorerie, on a des clients qui, excusez-moi, je suis encore coupé, on a des clients qui achètent et nous donnent personnellement, donc ils payent avec leur carte bleue personnelle et ne nous donnent pas la facture. Donc nous, en tant qu'experts comptables, ben, on n'a pas de trace sur le compte bancaire, on ne voit pas la dépense puisqu'elle a été payée personnellement. Et si le client, donc vous en l'occurrence, vous ne nous donnez pas la facture, on ne peut pas imaginer que cette dépense a été réalisée. Donc on verra après comment faire, mais ce qui est sûr, c'est que si la charge elle est déductible par nature, on va dire une chaise, a priori, c'est chaise pour vos bureaux, c'est déductible. Eh ben, celle-ci, il faudra bien nous donner la facture, même si vous l'avez payée personnellement. On va voir ça. C'est pas un souci. Il faut qu'on arrive à la déduire. Pourquoi? C'est ça d'à côté. La même chaise, du coup, qui valait 120 €, du coup, on ne récupère pas la TVA puisque vous ne nous avez pas donné la facture. Donc, vous payez la TVA et elle vous coûte réellement 120 € facialement. Pour payer ces 120 €, il a fallu à un moment donné que vous ayez un salaire net. Là, vous l'avez pas payé, vous l'avez payé avec votre salaire. Votre salaire ou votre Pôle emploi ou peu importe, votre rémunération de gérant. En tout cas, vous avez récupéré avec des fonds qui étaient sortis de l'entreprise. Sortis de l'entreprise, soumis à charges sociales, donc 120 € net, on prend 80% en moyenne hein, de charges sociales sur le net. Donc vous avez déjà payé voilà, 120 € net de salaire, plus 96 € de charges sociales. Sur ces 120 €, allez, peu ou prou, hein, vous allez payer un peu d'impôt sur le revenu, aux alentours de 36 € dans cet exemple. Ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. C'est un exemple, on va dire, sur un coût moyen.
Bon, à l'entreprise, concrètement, votre société, ça a coûté le salaire net plus les charges sociales, ça a donc coûté 120 plus 96 et là-dessus, vous avez fait une économie d'IS un peu plus conséquente évidemment, puisque vous avez plus chargé la société. On a une économie d'IS à 32,40 €. Le coût, concrètement, hein, bah, c'est, voilà, on arrive aux alentours de 220 €, de 219,60 € pour cette chaise qui était affichée à 120. Si on fait le comparatif du coup par rapport à tout à l'heure, j'achète le même objet sur l'entreprise et je donne la facture à mon expert comptable ou je l'achète en perso et je ne donne pas la facture à mon expert comptable, vous avez multiplié par 2,5 le coût de revient de ce même objet. Ça vaut pour une chaise, mais ça vaut pour tout. Voilà, c'est important d'avoir en tête. La petite astuce entre guillemets, hein, si vous ne souhaitez pas démunir la société, de la trésor, vous pouvez très bien payer personnellement, c'est pas un problème. On n'a pas besoin que la facture soit forcément, alors c'est plus simple en termes de traçabilité, mais on n'a pas forcément besoin à un moment donné que ce soit payé, directement par le compte bancaire de la structure. Vous pouvez très bien avancer les fonds à titre personnel, via ce qu'on appelle l'apport en compte courant d'associé. C'est-à-dire que vous faites un prêt, momentané à votre, propre société, ce qui permet d'amener de la trésorerie. Mais par contre, la facture sera bien éditée au nom de votre société. Elle nous sera bien transmise et donc on pourra très bien, voilà, récupérer la TVA et récupérer une économie d'IS sans pour autant, mettre en face un salaire avec des charges sociales et de l'impôt sur le revenu. Voilà, donc ça c'est la base, hein, de la réflexion, c'est de dire, à partir du moment où vous avez une charge qui est déductible, bah, faut pas vous priver en fait, voilà, faut pas vous priver de nous la donner. Voilà, c'est pas parce que l'idée étant de passer des vraies charges, voilà. On va voir après que passer des fausses charges, en tout cas des charges très personnelles, bon, il y a un risque, c'est pas tellement l'objet non plus, du coup, ça va pas dans le sens de l'histoire de votre entreprise, hein. On est là pour faire des choses, on est là pour optimiser et sans frauder, hein, on est bien d'accord. Par contre, c'est bête de s'en pri de se priver d'optimiser lorsque ça paraît, plutôt naturel et cohérent. Ça, c'était le premier point qui est super important. Je vais juste checker rapidement si, hop, il y a des petites questions. Pas encore. Parfait. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions au fur et à mesure, je peux y répondre ou sinon il y aura un qui sera dédié aux questions, hop là, à la fin de la présentation. Principe de la déductibilité, je vais y arriver. Voilà, principe de la déductibilité. Alors, je vous ai remis tout simplement voilà, une petite en synthèse, hein, les 5 conditions qui font qu'une charge, d'une manière générale, est déductible du bénéfice. La première, elle doit être engagée dans l'intérêt de l'entreprise ou de la société. Voilà. J'engage une charge, c'est un investissement, c'est une dépense de fonctionnement. En tout cas, elle contribue à générer du chiffre d'affaires, en tout cas à faire fonctionner l'entreprise. On est par opposition, en fait, à une convenance personnelle. Je Ça vaut pour plein de choses. La première question quand vous faites une dépense pour savoir si elle est déductible, c'est est-ce qu'elle est je fais ça dans l'intérêt de mon entreprise? Alors, tac, la deuxième, du coup, la deuxième condition, c'est qu'en contrepartie, on n'ait pas un accroissement de l'actif. J'entends par là, quand vous achetez, par exemple, un terrain, quand vous achetez, un fonds de commerce, eh bien, on a un investissement qui ne se déprécie pas, a priori, hein, en tout cas qui, fiscalement n'est pas considéré comme quelque chose qui se déprécie, c'est-à-dire de manière mécanique. C'est-à-dire que quand, vous achetez un terrain, a priori, il va faire que prendre de la valeur. Donc on n'a pas on n'a pas d'amortissements qui sont liés à cette, je reviendrai, c'est pas clair, mais en tout cas, on n'a pas de dépréciation comptable, donc ça ne contribue pas, on n'a pas de charges qui sont liées à ces investissements et du coup, vu qu'on n'a pas de charges, on n'a pas de déduction à faire. C'est pas Vous achetez un terrain, vous achetez un fonds de commerce, vous achetez des brevets, des choses qui ne s'amortissent pas et bien, du coup, on n'a pas de contrepartie, ça ne vient pas diminuer notre résultat, notre base fiscale et du coup, on n'a pas d'économies d'impôts qui sont, liées à cette dépense-là. Le troisième point, ça doit correspondre à une charge effective appuyée par des justifications suffisantes. Justification suffisante, c'est une facture, c'est un contrat, c'est un échéancier. C'est-à-dire qu'on a une dépense qui est dans l'intérêt de l'entreprise et derrière, je dois avoir un justificatif. Ça peut être un bail, ça peut être tout ce que vous voulez, voilà, qui est de nature du coup à valider, bah, que cette dépense est effective.
Le quatrième point, être compris dans les charges de l'exercice au cours duquel elle a été engagée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en 2021. On va clôturer pour la plupart d'entre vous des comptes au 31 décembre 2021. Si à 3 ans, vous aviez oublié de me donner une facture pour cette fameuse chaise à 120 € que vous la ressortez, je ne sais où, elle est, admettons, de la poche arrière d'un jean, par exemple, hein, c'est des choses comme ça, au hasard, voilà, qui sont, qui sont prises comme un exemple. Ça ne fonctionne, il faut bien savoir que ça ne fonctionnera pas. Du coup, vous n'avez pas la possibilité de déduire cette charge qui n'est pas du tout liée en fait, à l'exercice en cours. Du coup, c'est trop tard. Voilà. L'exercice 2018, par exemple, est clôturé. On ne va pas revenir en arrière. Trop tard. Dommage. Donc, c'est pour ça qu'on a voilà, le fait déjà de payer, non pas personnellement, mais de payer via le compte bancaire. Nous, au niveau comptabilité, on récupère un bout de l'information. C'est-à-dire qu'on a une ligne de banque avec une dépense de CB, par exemple, pour cette fameuse chaise. Vous ne nous avez pas donné la facture ni le ticket de caisse. Bon, on va vous le demander. Voilà. Si jamais vous aviez payé personnellement, on ne peut pas l'inventer, puisqu'on a à la fois ni le ticket, ni la facture, ni le ticket, ni la facture, ni la ligne sur le compte bancaire. On ne peut pas savoir à votre place et on ne vous demandera jamais rien à ce niveau-là. Donc en termes de traçabilité, si on a au moins la moitié de l'information, donc le paiement, à ce moment-là, on viendra vers vous pour avoir le document. Le dernier point, ne pas être expressément exclu des dépenses déductibles par une disposition légale. Donc ça, vous ne pouvez pas l'inventer, hein. Il y a une liste. Alors la liste, elle est plutôt énorme, hein. Parfois, elle ne vous concerne pas vraiment. Mais du coup, on a une liste de dépenses qui ne sont par nature pas déductibles ou pas déductibles entièrement. Voilà. Ça, c'est important de l'avoir en tête. J'ai des exemples, hein, ce qu'on appelle les dépenses somptuaires, par exemple. Alors souvent, on donne un exemple, la location d'un yacht. Voilà, vous pouvez très bien. Alors c'est pas saugrenu, hein, de se dire que vous faites, voilà, vous avez un métier un peu, avec des partenaires et des clients prestigieux. Vous souhaitez organiser une réception avec un peu de cachet. Vous louez un yacht, vous invitez 30 clients, vos 10 clients, vos 10 meilleurs clients. Dans le cas d'une réception, parce que vos clients vous ramènent d'autres clients et du business. Bon, a priori, ça remplissait toutes les cases, hein, sauf la dernière, puisque la location d'un yacht, en l'occurrence, n'est pas déductible. On est dans le cas d'une dépense somptuaire, tout ce qui est chasse et pêche, par exemple, les parties de chasse, ce genre de choses. Bon, personnellement, c'est pas mon truc, mais voilà, ça fait partie des choses qui peuvent être mises en place dans les entreprises et qui ne sont, par définition, pas déductibles. Pour des choses beaucoup plus simples, hein, on a des limites aussi à la déductibilité des véhicules de tourisme, par exemple. En fonction du taux d'émission de CO2, vous avez un véhicule, peu importe son tarif, s'il émet, admettons, 200 grammes de CO2, et c'est pas énorme, vous avez une limite de déductibilité à 9 900 €. Donc si votre véhicule vaut 39 900 €, par exemple, vous avez les 3/4 du véhicule qui ne seront pas déductibles. Voilà, par nature, parce que c'est comme ça. Donc ça, vous pouvez pas l'inventer. Et néanmoins, il ne faut pas hésiter à nous poser la question au fur et à mesure. Il y a des cas particuliers, on y reviendra notamment pour les véhicules. Il y a des choses qui ne sont pas déductibles non plus, les amendes par exemple, ou alors certaines taxes que vous payez mais qui ne sont pas déductibles fiscalement. Vous pouvez très bien vous les payer sur la société. Par contre, elles ne viennent pas elles-mêmes diminuer le résultat fiscal. Donc, le résultat fiscal étant la base de l'imposition. Il faut savoir que dans notre métier, si vous voulez, on a, par rapport au bilan que vous allez recevoir, c'est peut-être un chouille technique, ça va être le seul point qui est technique là, dans ce webinaire, c'est la différence entre le bénéfice comptable, concrètement votre chiffre d'affaires, l'ensemble de vos charges, égale un bénéfice comptable, qui n'est pas forcément la base de l'imposition. La base de l'imposition, c'est le bénéfice fiscal, qui est retraité des dépenses, entre autres, non déductibles. Voilà. Vous faites une dépense non déductible, du coup, elle vient réaugmenter dans un deuxième temps ce bénéfice comptable. Je vous donne un exemple. On a un bénéfice comptable de 10 000 € sur l'année. Vous ne serez pas forcément imposable sur la base des 10 000 €. Donc, c'est qu'on ne va pas avoir un impôt de 15% sur les 10 000, mais on aura bien un impôt sur 15% du bénéfice fiscal qu'on aura déterminé. Donc si dans ces 10 000 € de bénéfices, vous avez un bout d'amortissement des véhicules de tourisme
à hauteur de 5 000 €, par exemple, bah, du coup, vous serez imposé non pas sur 10 000, mais sur 15 000. Voilà. Donc il y a tout un tas de, voilà, de charges comme ça. Aussi, dans les 10 000, vous aviez fait une réception qui vous a coûté, je sais pas, on va dire 15 000 € pour faire une belle réception sur votre yacht. Bah, ce n'est pas déductible, donc votre résultat comptable il ne change pas, 10 000. Par contre, la base d'imposition, qui est votre résultat fiscal, lui sera de 25 000. Voilà. 10 plus 15, 25. Alors, j'ai déjà pas mal de questions, je vois. Je vais commencer à y répondre. J'ai Sébastien qui nous dit, alors si on fait une dépense avec notre carte bancaire personnelle, faut-il obligatoirement que la facture soit au nom de l'entreprise? La réponse, c'est oui. Il faut que, la facture soit au nom de l'entreprise et idéalement, au niveau du montant, au niveau voilà, du montant TTC que vous avez réglé, vous mettez une petite indication avant de scanner la facture, payé perso avec le nom de l'associé. Donc si vous êtes tout seul, on n'aura pas tellement de mal à savoir qui a payé. Par contre, s'il y a plusieurs associés, à un moment donné, on ne va pas attribuer la dépense à Paul ou à Jacques ou à Sandrine, si jamais c'est Sophie qui a payé. Voilà. Donc il faut bien qu'on ait l'indication de qui a réglé cette dépense, pour qu'on l'affecte dans ce qu'on appelle le compte courant d'associés, en interne, dans le bilan en fait, et qui vous permet à un moment donné de vous rembourser, en tout cas de rembourser la bonne personne si jamais vous êtes plusieurs associés. Donc on a besoin de savoir ça. Alors, on a Kat qui nous demande comment différencier si un investissement informatique conséquent sera imputé sur un compte d'immobilisation ou sur un compte de charge. Est-ce que son coût ou sa fonctionnalité détermine le choix? Est-ce que le fait d'investir via un prêt bancaire? Alors, il y a une règle toute simple, c'est qu'on est obligé d'amortir, donc de lisser la charge. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui est tout investissement informatique en l'occurrence va être déductible en totalité. Par contre, s'il est inférieur à 500 €, voilà, vous m'achetez une imprimante à 300 €. Celle-ci, on va passer la charge en une seule fois. Voilà. C'est-à-dire que vous achetez une imprimante en 2020, T1 pour 300 €, vous nous donnez la facture, on va déduire 300 € sur l'année 2021. Par contre, vous achetez un ordinateur à 600 €, celui-ci, donc, voilà, par définition, il a une valeur supérieure à 500 €, donc on est obligé de l'amortir. Et du coup, on va lisser la charge, donc les 600 €, plutôt que déduire en une seule fois, on va les déduire sur 3 ans. Donc à 200 € par an pendant 3 ans. Au final, on aura bien déduit la totalité et de façon échelonnée. Et c'est échelonné en général sur la valeur par rapport à la durée d'utilisation que vous allez en faire. Donc un ordinateur, on considère que vous allez l'utiliser pendant 3 ans. Un téléphone, ça va être pendant, pareil, 2-3 ans. Et des travaux sur une dizaine d'années, par exemple, des meubles sur 5 ans. Voilà. Donc en fonction, on étale la charge. À savoir qu'on ne va pas forcément retenir la valeur unitaire. Je m'explique. Vous montez votre même ordinateur tout seul. Il vaut 1 000 €, mais vous avez acheté un processeur, un boîtier, une carte mère, une carte graphique, tout ça pour moins de 500 € à chaque fois. On va considérer que c'est l'ensemble, voilà, qui doit être ce qu'on appelle immobilisé, qui est arrivé à l'actif de votre bilan, et avec une déduction lissée sur l'année. Donc l'ordinateur on dirait 1 200 € acheté grâce à 12 composants qui valent 100 € chacun, constitue une entité, on va dire une seule pièce. C'est un ensemble qui constitue un ordinateur à 1 200 qui sera étalé sur 4 ans, sur 3 ans, donc à hauteur de 400 € par an en termes de déductibilité. Donc l'astuce fiscale qui consiste à faire un gros investissement au mois de décembre pour baisser son résultat fiscal, autant vous dire que vous avez compris qu'elle était, c'était une mauvaise astuce, voilà. Pourquoi? Parce que vous allez investir sur quelque chose peut-être de conséquent, mais qui va être lissé sur plusieurs années. Et parallèlement à ça, qui va être, du coup, pour la première année, heu, déductible à hauteur du prorata de l'année. Donc si vous faites une dépense le 31 décembre ou même le 1er décembre, admettons vous avez une dépense au 1er décembre, on va déduire 1/12 de l'annuité normale. Voilà. Donc ce qui minimise tout de même les montants. Le fait que ce soit le mode d'investissement, on s'en fiche. Voilà. La question il avait une deuxième question: est-ce que le fait d'investir via un prêt bancaire, il n'y a pas la suite de la question, mais j'imagine, est-ce que le fait d'investir via un prêt bancaire change finalement
La catégorie, est-ce que c'est une charge ou une immobilisation? La réponse est non. Peu importe, pour que vous autofinanciez et vous ayez recours à un crédit, ça ne change absolument pas. Du coup, la typologie, enfin de notre côté, ouais. Hop, alors j'ai Sébastien, il faudrait faire un webinaire dédié aux véhicules de fonction avantage. Je suis totalement d'accord avec vous, Sébastien, c'est prévu. On va évoquer un petit peu là le cas des véhicules dans les grandes lignes, mais il y a tellement à dire qu'1 heure suffira, enfin sera pas de trop pour parler des véhicules, du mode d'acquisition, voilà, de combien ça coûte réellement, entre les TVS, les avantages en nature, tout ce qui va être déductible, non déductible, la TVA qui est pas récupérable à 100 Voilà, les véhicules, c'est un gros sujet et c'est prévu. Alors, bah, pareil pour, 2 FCH, je vais quand même lire la question. Si j'utilise mon véhicule personnel pour les déplacements liés à mon activité, puis-je déduire des factures de carburant ou une partie de l'assurance? Pas du tout. Le véhicule personnel, quand on est en société, vous a c'est-à-dire que vous payez tout en perso, tout ce qui va être carburant, assurance, entretien. Par contre, ça peut faire l'objet, du coup, d'indemnités kilométriques. Donc vous notez le nombre de kilomètres qui sont faits, au titre de l'activité professionnelle. Ensuite, on a un barème qui s'applique au nombre de kilomètres en fonction des chevaux fiscaux de votre véhicule et du nombre de kilomètres effectués. On va dire c'est entre 30 et 50 centimes du kilomètre en fonction de votre véhicule. Donc ça, vous payez bien tout personnellement et derrière, vous tenez un registre sur Excel des dates auxquelles vous avez effectué le déplacement, l'objet du déplacement, les lieux arrivés et enfin départ arrivé, pardon, et le nombre de kilomètres. Alors, si une dépense est faite personnellement, mais en liquide, est-ce un problème? A priori, non, ça va dépendre de la cohérence et du montant. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour payer le paiement en liquide, il est limité à 1 000 €. Alors, vous n'avez pas le droit de payer quelque chose qui vaut plus que 1 000 € en liquide. Ça va également dépendre de la fréquence. Si à un moment donné, je soupçonne du blanchiment, oui, ça va poser problème. Si c'est anecdotique, vous avez acheté quelque chose sur le bon coin, pour ça vous avez retiré, non, ça ne me pose pas de problème. Alors j'ai une dernière question et après je poursuis. Pour les factures, doit-on les mettre à l'adresse du bien qu'on rénove ou à l'adresse du siège social de la société? À l'adresse du siège social, voilà. Ce qui est important, c'est de savoir si, c'est l'explicabis, hein, qui fait foi, tout simplement. On facture une société, la société pour avoir 10 immeubles, c'est bien le siège social qui est concerné. Ou si vous avez plusieurs établissements, on peut aussi mettre à l'adresse de l'établissement. Hop, donc là j'ai fini ici pour le principe de la déductibilité. J'espère que c'est clair, on va avancer, puis certainement j'aurais pas répondu à toutes vos questions, donc il y aura un temps d'échange a posteriori. En cas de contrôle fiscal, voilà, c'est intéressant. C'est-à-dire que vous avez fait une dépense que vous pensiez, alors il y a plusieurs, on verra après, mais vous pouvez très bien vouloir déduire quelque chose en étant conscient que c'est limite, voire même vous savez très bien que c'est pas du tout déductible, et ça on vous l'aura dit. Vous étonnez pas si à un moment donné vous faites le choix de persévérer à vouloir déduire quelque chose de non déductible, on vous enverra un courrier, enfin je parle du cabinet, hein, on vous enverra un courrier pour vous dire attention, vous faites ce que vous voulez, hein, c'est votre entreprise. Par contre, on vous a prévenu que c'était pas déductible. En cas de contrôle de l'administration fiscale, venez pas nous dire après, vous me l'avez pas dit, puisqu'on vous l'aura dit. Donc on se couvre, c'est tout à fait naturel, hein, il n'y a rien de dramatique là-dedans. C'est-à-dire que ne peut pas être mis en responsabilité pour les dépenses que vous avez effectuées voilà, et pour lesquelles on vous aura prévenu qu'elles n'étaient pas déductibles et donc potentiellement sujettes à un redressement futur. Ce courrier-là, il reste entre vous et moi, entre vous et nous. À aucun moment on va prévenir ni l'administration fiscale, ni votre banquier, ni le procureur de la République, ni un commissaire aux comptes éventuel. Voilà. Nous, on prévient personne. Secret professionnel. Par contre, entre nous, on se couvre. Voilà. En fait, on se couvre du risque qu'à un moment donné, vous changiez de face et vous disiez, ben, c'est le comptable qui m'a conseillé. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Et c'est pas parce qu'on s'entend bien à un moment donné que derrière, quand il y a un contrôle, quelqu'un retourne sa veste. C'est déjà arrivé. Et donc, on n'est pas gentil, on n'est pas là pour être gentil, on est là pour vous dire les choses et se prémunir parce que c'est assez va dans le sens de l'histoire. Aujourd'hui, personnellement, je signe l'ensemble des bilans du cabinet. S'il y a un problème, s'il y a une fraude et si je suis complice,
va se retrouver en prison ensemble. Et je vous avoue que j'ai autre chose à faire que d'aller en prison pour vous. Voilà. Chacun prend ses risques comme il l'entend. En tout cas, on est là pour vous aider et pas pour prendre des risques à votre place. Donc, vous allez dans un sens qui ne convient pas, on vous prévient, on vous avertit et on fait un écrit. C'est très clair. Les risques en cas de contrôle fiscal. Bah, tout simplement, déjà, voilà, tout ce dont vous avez bénéficié. Donc, j'ai repris l'exemple de ma chaise, admettons, à 120 €. C'est un exemple voilà, qui reste un petit exemple. On parle de quelques euros ici, mais ça vaut pour tout, évidemment. Donc, remise en cause de la déductibilité de la TVA. On a 20 € qu'on avait déduit à tort. On va les rendre. Pareil pour l'IS. On avait déduit de l'IS à tort. On va rendre qui était dû. Et sur tout ça, eh ben, on va se voir appliquer des pénalités et des intérêts de retard. Alors, j'ai pas mis les intérêts ici, mais il faut savoir que c'est 0,2% d'intérêt par mois de retard. Donc, et il contrôle, oui, je n'ai pas mis ça non plus, mais je vais vous le dire, il contrôle du coup 4 ans. Voilà. C'est-à-dire que si vous aviez une dépense non déductible il y a 4 ans, vous aviez fait 10 000 € par exemple non déductible il y a 4 ans, ben, on applique au minimum, hein, ça c'est sans compter les pénalités, c'est juste des intérêts de retard, c'est 0,2% par mois. Voilà. Donc, ça fait 10 000 fois 2% à puissance 48. Voilà. Vous êtes content. Et le calcul est à faire. Il faut savoir que ça existe. Parallèlement, vous pouvez vous voir appliquer des pénalités. Pas forcément, mais grande majorité des cas, vous allez avoir au minimum 10%. Voilà, 10% de pénalité parce que vous êtes trompé et que c'est pas bien. Et pour pas vous encourager à poursuivre, on va quand même vous mettre au minimum 10% d'intérêt, 10% de pénalité. Donc sur nos 35 € déduits là, de TVA et d'IS à tort, on voit qu'on prend quoi qu'il arrive 3,50 €. C'est pas énorme parce que le montant n'est pas énorme, mais voilà. Enfin 10%, ça parle à tout le monde. On peut monter donc à 20, à 30, à 40, à 50, on peut monter même à 60% de pénalité si jamais on a de la mauvaise foi caractérisée. Voilà. Vous saviez très bien que ce n'était pas déductible, parce que c'était pas possible autrement. Bon, là on considère, enfin le fisc ne cherche pas, hein, en fait, vous avez fraudé délibérément, vous prenez 60% de pénalité. C'est comme ça. Le taux encadré à droite il est là pour relativiser un petit peu en disant voilà, tout le monde peut être soumis à un contrôle fiscal. En général, je vais quand même vous donner comment, les clés, hein, comment est déclenché un contrôle fiscal. Parce que tout le monde n'est pas contrôlé. Vous avez 5% des entreprises qui sont contrôlées chaque année. Enfin, je veux dire, pas là, chaque année, il y a 5% des entreprises qui sont contrôlées. Donc 5%, c'est pas énorme. Et donc, il faut savoir ce qui allume les petits clignotants au niveau de l'administration fiscale. Première chose, des retards dans les déclarations. Retard du bilan, retard des déclarations de TVA, retard pour ceux qui ont des salariés au niveau de l'URSSAF, ce genre de choses. Donc quand on a des retards, pas bon signe. Quand on a un retard à l'allumage, premier bilan, première déclaration de TVA, ce genre de choses, rien de dramatique. C'est le temps de la mise en place. Par contre, des retards répétés, c'est pas de nature en fait à rassurer le fisc sur la fiabilité de votre comptabilité. Parce que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un problème dans votre compta. Donc ça, c'est premier clignotant. Deuxième clignotant, des incohérences. Des incohérences dans la comptabilité, dans vos états, donc des incohérences de marge, par exemple, des incohérences de chiffre d'affaires, avec des variations qui sont importantes, des incohérences par rapport à des postes de charges qui sont trop élevés par rapport aux chiffres, admettons des frais de déplacement qui sont énormissimes au regard du chiffre d'affaires qui est généré, au regard du bénéfice. Voilà, tout un tas de choses comme ça. L'incohérence fait partie des choses qui sont de nature à déclencher un contrôle fiscal. Mais j'ai réservé, voilà, la palme revient malgré tout à la dénonciation. La palme du contrôle, c'est la dénonciation. Voilà, la dénonciation d'un ancien salarié, d'un ancien associé, d'un concurrent, la jalousie, quelque chose d'armatique. Les personnes envieuses, il y en a un paquet dans le business. Si vous savez toutes les histoires que j'entends, c'est hallucinant sur des choses qui sont faites entre concurrents, c'est terrible. On n'imagine pas vraiment. Bref, des dégradations, ce genre de choses. Bon, bah voilà.
Contrôle fiscal, ça vaut pour le contrôle URSSAF, ça vaut pour le contrôle d'inspection du travail. En général, la dénonciation fonctionne plutôt bien. Voilà. Ce que je voulais dire également, c'est l'objet du petit encadré sur la droite, c'est de dire que votre contrôle fiscal peut bien se passer. Le contrôle fiscal, c'est une personne, c'est un humain qui vient vous contrôler. Autant vous dire que cette personne-là, et du coup, elle a sa sensibilité, dans un sens ou dans l'autre. Elle peut très bien être compréhensive. Ah, c'est votre premier contrôle, ok. Vous aviez mal compris, je vais vous expliquer. Je vais pas vous mettre forcément de pénalité. Et par contre, on mettra des intérêts de retard et vous serez redressé quoi qu'il arrive. Voilà. C'est-à-dire que, admettons dans ce cas-là, les 35 € de TVA et d'IS non payés seront dus. Pas vous en faire cadeau. Par contre, ils peuvent être plutôt sympas au début sur l'histoire des pénalités et sur, on va dire, l'étalement du paiement des droits. Par contre, vous pouvez très bien tomber sur quelqu'un de beaucoup moins sympa et donc c'est une discussion qui s'engage et ça reste ouvert. Évidemment, il ne faut pas trop penser que vous allez négocier, hein, c'est pas du tout le terme, avec le contrôleur fiscal. Non, il y a une proposition de rectification et de redressement qui s'appelle proposition, qui n'en est pas vraiment une, hein, qui est plutôt un procès verbal. Voilà, on va pouvoir négocier peut-être un délai de paiement, mais pas beaucoup, hein, mais pas grand-chose d'autre. Voilà. Après, il se peut que voilà, vous ayez en conscience pris un risque, vous avez déduit une charge qui n'était pas déductible. Bon, le contrôleur fiscal, il voit pas tout. Donc c'est comme voilà, brûler un feu rouge. Voilà. Vous allez brûler le feu rouge s'il n'y a pas de gendarme ou de policiers à côté pour vous verbaliser, pour voir l'infraction, ben, ça passe à l'as. Ben, c'est exactement pareil lors d'un contrôle fiscal. Vous êtes contrôlé, c'est pas pour autant qu'ils vont voir l'ensemble des choses. Il y a aussi une notion de cohérence, voilà, qui doit mener en fait votre réflexion. Les grandes catégories de charges. Je vais accélérer un petit peu, parce qu'après on va passer aux questions. Donc celles pour lesquelles vous êtes certain qu'elles sont déductibles. Votre problème, c'est qu'ils sont liés à l'activité, vous ne vous posez même pas la question. Achat de marchandises, les salaires, les dépenses de loyer, la téléphonie, l'assurance, les honoraires d'experts comptables, tout ça c'est déductible. Celles pour lesquelles vous savez qu'elles ne sont pas déductibles. Les dépenses personnelles, effectivement, si vous servez de l'argent de la société pour des convenances personnelles, ça c'est pas déductible du tout. Voilà. Les dépenses sans rapport avec l'objet social, les dépenses incohérentes, et j'en passe. Maintenant que vous savez que le yacht, c'est pas déductible, vous savez que quand vous prenez un véhicule de tourisme, donc ce qu'on appelle un véhicule de tourisme, c'est un véhicule avec plus de 2 places, qui n'est pas un véhicule utilitaire, donc c'est un véhicule normal. Celui-ci, il est déductible, mais très faiblement, et donc dans une législation un petit peu complexe. Voilà. C'est pas aussi simple que de dire c'est pas déductible du tout. Il y a des pourcentages à appliquer de déductibilité. Et puis après, il y a toutes les autres pour lesquelles j'ai mis un petit doute, voilà, histoire de minimiser un peu le truc. Donc le petit doute, c'est de dire bah j'ai une dépense perso et à la fois pro. Ça peut être un déplacement professionnel. Voilà. Demain, je vous donne un exemple, j'ai un client qui est dans l'industrie, qui sous-traite en Chine, par exemple, une partie de sa production. Bon, s'il va rencontrer des fournisseurs chinois, qui prend son billet et puis qui reste 2 semaines parce qu'il dit après tout, voilà, ça fait pas mal d'heures de vol, je vais en profiter pour rester un petit peu sur place pour passer des vacances. Bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? Comment on déduit, etc. Alors, on n'est pas obligé d'aller aussi loin pour avoir une dépense mixte, hein. Voilà, vous allez passer, vous avez pris un rendez-vous le vendredi, un vendredi, je sais pas moi, où vous pourriez aller, ça dépend où vous habitez forcément. Et vous vous dites, bah, dans cet endroit qui a l'air plutôt sympathique, je vais passer le week-end. Bah, quid des frais de déplacement, des frais d'hôtel, des frais de restauration, ce genre de choses. Les dépenses de repas également, on peut avoir le petit doute. Qu'est-ce qui est déductible, non déductible? Est-ce que j'ai le droit de manger tous les jours en bas du bureau, sur le chantier, en déplacement? Est-ce que si je fais On est à Lyon, alors je vais le faire. Si je vais manger chez Bocuse tous les jours, est-ce que ça pose un problème? J'aime bien manger. Les voyages, voilà, les véhicules, les dépenses d'habillement, les costumes, ce genre de choses. Voilà. Tout ça,
Petit doute. Voilà. Et petit doute, les meilleurs moyens, c'est de se poser la question avant d'engager la dépense et de dire après, ah mince, je ne savais pas. Voilà. C'est l'objet du slide suivant. Quand il y a un doute, 3 possibilités. L'idée, c'est qu'on vous donne des pistes. La première possibilité, c'est pour savoir si c'est déductible ou pas. C'est de vous mettre à la place du contrôleur fiscal. Concrètement, le contrôleur fiscal, moi-même, je ne sais pas ce qu'il pense, puisqu'en fonction du contrôleur, on va avoir des choses un petit peu, voilà, un état d'esprit un petit peu différent. On l'a vu, c'est l'histoire de la sensibilité. Ce qu'il faut vraiment, c'est que si vous racontez une histoire, de dire voilà, j'ai fait cette dépense, oui, c'est dans l'intérêt de la société, parce qu'en fait, c'est ça, hein, le premier critère, c'est est-ce que c'est dans l'intérêt de la société. Il faut arriver à le justifier, à l'expliquer, mettre un contexte, voilà, vous racontez une histoire, et derrière, vous dites voilà, j'ai dépensé ça pour telle raison, ça me rapporte du business, ça me fait faire des économies, le business marche comme ça. Il faut qu'on y croie, il faut que vous y croyez vous-même. Mais pas toujours évident. Le meilleur moyen, c'est celui du milieu. Vous avez fait une dépense, je reprends mon Paul Bocuse. Voilà. Vous avez un salarié qui vient vous voir, un de vos salariés qui va dire ben voilà, Jérémy, tiens, en fait, tu m'as envoyé en mission, voilà la note. Il y en a pour, on était deux, il y en a pour 350 € les 2 repas. Ok, est-ce que je vais lui rembourser? Parce que 350 € pour 2 repas, si je n'étais pas prévenu, s'ils commençaient tous à me faire ça, ça fait un sacré budget à la fin du mois, qui était absolument pas anticipé. Ça, c'est le premier côté, c'est le côté trésor. Le deuxième, c'est le côté déductible. Bon, est-ce que je vais lui rembourser ou pas? Bah, ça dépend. Ça dépend, parce que si c'est un commercial enfin, on n'a pas de commerciaux chez nous, mais c'est quelqu'un qui gère les partenariats, admettons, qui a été invité à un client ou chez Bocuse, ou qui a été invité à un apporteur d'affaires, mais un apporteur d'affaires qui me ramène 2, 3, 4 clients par an, je peux très bien me permettre d'aller l'inviter dans un bon resto. Et donc là, je dirais à mon salarié, oui, effectivement, pas de problème, tu as eu raison, donne-moi ta note de frais que je puisse te rembourser ces 300 €. À l'inverse, s'il était en déplacement pour aller voir un client, mais qu'il a mangé tout seul, ou qu'il a une dépense qui est incohérente, je vais pas forcément avoir envie de lui rembourser parce que je leur peut-être dit, ben, juste, je veux bien te rembourser un sandwich, mais je vais pas te rembourser un Bocuse à chaque fois que tu pars en déplacement et que le midi tu dois manger sur la route, quoi. Voilà. Bon, bah, c'est exactement pareil pour vous. Voilà. Vous vous mettez à la place vous restez à votre place de chef d'entreprise, par contre, vous considérez que la personne en face, c'est pas vous qui avez fait la dépense, c'est votre salarié. Est-ce que vous allez lui rembourser ou pas? Donc ça vaut pour des sacs, ça vaut pour les dépenses de vêtements, ça vaut pour tout en fait. Voilà. Et normalement, si vous avez voilà, un esprit plutôt bien fait, et j'en doute pas parce que sinon vous ne seriez pas ni chef d'entreprise ni investisseur, sans mauvaise foi, pouvoir savoir si la dépense est normale, cohérente, déductible. Voilà. Si vous avez un doute, bon, bah, vous prendrez vos décisions en conscience, hein. Si vous n'avez pas de doute, et bien du coup, vous saurez si c'est déductible ou si ça ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas du tout crédible à raconter au contrôleur fiscal. Si jamais il subsiste un doute, parce que c'est une dépense un peu que vous n'avez jamais faite, et puis que voilà, pour laquelle vous avez un doute, bah, vous nous demandez. Voilà. On est là pour vous aiguiller. On dira toujours, on vous donnera notre avis, savoir si 1 c'est déductible sans problème, 2 c'est pas du tout déductible, ou 3 c'est limite et on peut se permettre de prendre le risque ou pas. Et ça on vous le dira au fur et à mesure. Je fais une pause rapide, voir s'il y a des questions qui sont arrivées. Hop, alors je réponds à quelques questions. Y a-t-il un plafond acceptable de frais de publicité, en particulier au lancement de la société, donc risque d'avoir beaucoup de charges et peu de produits sur les premiers exercices? Alors les dépenses de publicité, si on a des factures, ça correspond à des prestations effectives, si c'est dans l'intérêt de la société, non, c'est pas un problème, vous n'avez pas l'obligation de bien gérer votre société. Voilà, c'est pas autant on vous demande dans la loi de ne pas vendre à perte, autant pour des dépenses comme ça de publicité, bah, si vous considérez qu'il y a des dépenses à mener qui sont nécessaires, non, il y a pas on remettra pas en cause la déductibilité. Parce que finalement, vous n'avez pas tiré d'avantages personnels. Quand il y a des déplacements ou des cadeaux clients très importants, on peut peut-être se poser la question, ben,
peut avoir le doute, en tout cas, sur le fait que le déplacement, il soit pas vraiment à titre professionnel ou que le cadeau du client, il soit pas vraiment un cadeau pour le client, quoi. Ça peut être un cadeau, pour soi-même, pour ses enfants, ça peut être, voilà, là, on a le doute. Lorsqu'on a des dépenses de publicité, personnellement, en tout cas, j'ai pas le doute que c'était bien engagé dans l'intérêt de la société. Alors, j'ai Anton qui nous pose la question. Vous l'aviez peut-être dit, je ne sais pas. On va voir. Mais pouvez-vous réexpliquer si les pénalités et intérêts de retard sont bien calculés sur les montants remis en cause ou pas? Tout à fait. En fait, non, les pénalités et intérêts ils sont calculés sur les droits dus, donc sur la TVA et sur l'IS que vous n'avez pas payé. Voilà, pas sur le montant sur le montant de base. Et puis vraiment sur le manque à gagner de l'État, voilà, du fisc. Comment se déroule le contrôle fiscal et délai de réalisation? Ben, en général, vous recevez un courrier et les contrôles se déroulent dans un premier temps à distance. Donc, ils nous demandent tout un tas de pièces comptables qu'on met à leur disposition. Ils nous posent des questions, on répond. Voilà. A priori, pour les contrôles fiscaux, ils ne débarquent pas chez vous, hein. Quand vous voyez des personnes qui débarquent, on va avoir d'autres sources de contrôle, des contrôles URSSAF, des contrôles inspection du travail, des contrôles pour tout ce qui va être droit de la concurrence et protection des consommateurs. Voilà. Ça oui. Pour le contrôle fiscal, non, c'est à distance. Et vous êtes prévenu à l'avance. Hop. Un peu rapide. Voilà. Les cas de conscience classiques. Cas de conscience entre guillemets. Les vêtements. Donc les vêtements, je vous explique la règle très rapidement. Ça va être statut. Il n'y a pas de loi aujourd'hui, il n'y a pas d'article de loi qui précise concrètement comment ça fonctionne pour la déductibilité des vêtements de travail. Ça va être le cas dans la loi de finances 2022. Donc on aura quelque chose de plus précis, mais qui va reprendre ce que je vais vous dire là, c'est-à-dire que le vêtement, s'il peut être porté le week-end, on va dire en dehors du travail, n'est pas déductible, quel qu'il soit. Sont seulement déductibles tout ce qui va être vêtements avec une dimension publicitaire. Je sais pas, vous avez votre entreprise, faites faire des polos floqués au nom voilà, de votre structure, c'est déductible. Des t-shirts, enfin ça vaut pour tous les vêtements. À partir du moment où là le vêtement devient un objet publicitaire. Donc là c'est déductible. Si par contre vous achetez des polos lambda ou de marque, hein, peu importe, je veux dire par là, pas estampillé au nom de votre société, parce que dans ce cas-là, ce n'est pas déductible dans la mesure où vous pouvez le remettre dans le civil, on va dire ça comme ça. Voilà. Tout ce qui est vêtements techniques ou vêtements professionnels, un bleu de travail, une robe d'avocat, un tablier pour un cuisinier, ce genre de choses, voilà. Pas se balader déguisé entre guillemets le week-end. Donc vous pouvez très bien, c'est tout à fait déductible, ça reste du vêtement professionnel. Par contre, un costume, voilà, un costume, un tailleur, tout ce que vous voulez, a priori pas déductible. Quand je dis a priori, pourquoi? Parce que c'est toujours pareil, c'est l'histoire de la sensibilité. Si on n'a pas d'incohérence, je vous donne un exemple, hein, voilà, vous me dites, bon bah moi je mets jamais de costume, ou très peu, et par contre pour aller voir tel client de temps en temps, ou dans mon métier j'ai besoin d'être bien habillé, j'achète un costume. Est-ce que c'est déductible ou pas? Est-ce que je peux le faire passer? Bon, bah, si vous achetez un costume et que vous n'achetez pas un costume à 1000 €, vous voyez, on va avoir tendance à dire ok, c'est bon, il n'y a pas d'abus. Parce que, admettons, vous achetez un costume à 300, 400 et même 500 € une fois par an. Le gain, il est de combien? En fait, c'est ça aussi, il faut arriver à prendre de la hauteur, je pense, sur tout ce qui est charges déductibles. On va dire les économies de bout de chandelle, c'est pas ça qui va faire que votre business va fonctionner. Voilà. Aller gratter un bout de TVA sur un costume à 500 € hors taxe, hein, vous allez payer 600, vous allez gratter 100 € de TVA, vous allez économiser allez, une cinquantaine d'euros d'IS, donc vous allez gagner 150 €. Je dis pas que c'est rien, mais sur un an, gratter 150 €, bon, faut pas que ce soit, voilà, faut pas qu'il y ait de l'autre côté, hein, c'est pas l'enjeu n'est pas là. Voilà. Quand vous êtes entrepreneur, investisseur, l'enjeu n'est pas là-dessus. Alors oui, au cumul, ça peut faire peut-être 1000, 2000 € sur l'année. C'est pas négligeable, c'est pas ce que je dis, c'est pas rien. Mais malgré tout, peut-être que le temps que vous êtes passé à vous poser cette question, à vous faire plein de calculs enfin des calculs d'apothicaire pour aller gratter 10 € par-ci, 100 € par-là, peut-être que ce temps-là, si vous l'aviez mis au profit de votre business, il aurait largement été compensé
rentabiliser 10 fois parce que vous avez cherché un nouveau client, vous avez vendu telle ou telle chose en plus, vous avez fait tel ou tel investissement qui vous rapporte. Voilà. Je pense qu'honnêtement, dans la notion de business, et c'est là où il faut prendre de la hauteur en tant que chef d'entreprise, il faut prendre du recul sur votre activité. Je dis pas qu'il faut pas les passer, hein, absolument pas. Mais se triturer l'esprit ou aller chercher des économies, des bouts de chandelle, des optimisations qui n'en sont pas, c'est vraiment pas l'objet, c'est pas l'état d'esprit que vous devez avoir. Et pour autant, la question, elle est bonne. Donc, les vêtements, vous avez compris. Les frais de coiffeur, j'ai eu donné il y a longtemps, au tout début de ma carrière, je travaillais à Paris et dans un de mes cabinets, dans un cabinet parisien, on avait comme client, hein, on avait un artiste très, très, très connu, qui faisait passer ses frais de coiffeur, ses frais de dentiste, en disant: «Bah, voilà, moi j'ai besoin de pour mon métier, j'ai besoin d'avoir un sourire irréprochable». Bon, ça reste, personnel et à ce point-là, ce n'est pas déductible. Le contrôle fiscal, le redressement était fait sur les frais de dentiste. Ouais, il vaut mieux payer une mutuelle, pour le coup, que de passer ses frais de dentiste en charge sur sa société. Frais de coiffeur, pareil, tout ce qui est frais de représentation, pas déductible. Les frais de repas, la règle, elle est très simple. Les frais de repas, vous n'avez pas le droit, je parle pour les personnes qui sont en société, à l'impôt sur les sociétés. Pour ceux qui sont en BNC, la règle est différente. Ceux qui sont à l'impôt sur les sociétés, vous n'avez pas le droit de manger en bas de chez vous, en bas de votre bureau, tout seul, tous les midis. Interdit. Non. Par contre, si vous êtes en déplacement, vous avez le droit de manger tout seul en déplacement. Il faut justifier du fait que vous ne pouviez pas rentrer au bureau ou chez vous. Voilà. Là, vous pouvez manger tout seul en déplacement. Il n'y a pas tellement de montant à vous donner, il faut que ce soit cohérent, encore une fois. Tiens, c'était un salarié, quel est le budget? Est-ce que c'est 15 €? Est-ce que c'est 20 €? Est-ce que c'est 25 € par repas pour le midi? C'est très correct. Il n'y a pas besoin d'aller, on n'est pas à 5 € près, encore une fois, hein. Le gain entre l'économie d'IS et l'économie de TVA est très relatif, hein, sur 5 €. Donc, quand vous êtes tout seul, vous mangez quand vous êtes en déplacement. Si vous êtes à plusieurs, dans le cas d'une invitation pour un salarié, pour une assemblée générale avec vos associés, pour inviter un repas d'affaires avec un salarié, avec un partenaire, avec un client, avec un prospect, avec tout ce qui peut s'apparenter, voilà, finalement, à un repas d'affaires. Dans ce cas, vous pouvez très bien manger en bas de chez vous, à côté du siège social, sans problématique et sans limite de déductibilité, juste la cohérence. Frais de carburant, frais de réparation, si le véhicule n'est pas propriété ou en tout cas n'est pas loué par votre entité, c'était la question de tout à l'heure, on passe par des indemnités kilométriques. Voilà. Vous n'allez pas payer le plein de votre véhicule personnel, même si vous l'utilisez à des fins professionnelles. Ça vaut toujours pour les IS. Et le loyer au domicile, on va y venir, c'était une question tout à l'heure, je crois. Hop. Alors, j'ai une question de Christian qui nous demande, j'en profite, je fais une petite pause avant le loyer. Existe-t-il une limite dans le montant des frais de formation pour le dirigeant qui sont bien évidemment dans l'intérêt de développement de l'entreprise? La réponse, c'est simplement la cohérence. C'est-à-dire que vous vous engagez, vous faites des formations, vous payez des vraies formations qui répondent à la fois, qui répondent à l'objet social en fait, heu, qui vont dans l'intérêt de l'entreprise parce que derrière vous allez, acquérir des nouvelles compétences, vous allez pouvoir les vendre, peut-être développer des nouveaux produits, des nouveaux services, vous-même développer de la formation. Voilà, ça va dans l'intérêt de l'objet social, donc non, il n'y a pas de limite, à ce niveau-là. Alors Sébastien qui nous pose la question: «Les frais contribuant pardon, au bien-être et au travail sont-ils déductibles? Machine à café, poste de radio?» Oui, bien entendu, voilà. Dans la mesure où c'est utilisé dans l'entreprise, que c'est disponible et que et bien du coup que voilà, que ça profite à tous, donc c'est pour le bien social, voilà. Heu Après, encore une fois, hein, voilà, ce dont vous me parlez, machine à café, poste de radio, on est sur des micro-dépenses. C'est-à-dire, même si vous m'achetez une grosse machine à grains, pas chercher, ça va quand même pas chercher bien loin. Donc, comme on a finalement une économie de TVA, une économie d'impôt limitée, hein, on parle je pense, de moins de 500 € hein, d'économie hein, sur l'année. Bon, le risque n'est pas non plus
tellement élevé. Voilà. Si vous prenez des pénalités, vous prenez 10% sur 500 euros. Voilà, vous aurez fait une erreur à 50 euros. Encore une fois, je ne dis pas que c'est rien, mais ça reste très relatif. Alors, si un véhicule de prêt ou de location pour un voyage, la note de carburant est déductible, tout à fait. À partir du moment où il y a un véhicule de prêt ou de location pour un voyage, on a bien une facture à un moment donné ou un contrat au nom de la société. Dans ce cas-là, vous allez bien entendu déduire les frais réels. Pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, j'en profite. Hein. On va faire prochainement là, un webinaire, 1 heure, dédié au véhicule. Comme ça, vous y verrez beaucoup plus clair. On va faire 100% véhicule sur je l'utilise à titre perso, j'utilise à titre pro, est-ce qu'il vaut mieux un leasing, un LOA, une location longue durée, il vaut mieux l'acheter, mettre un emprunt en face, financer en fonds propres. Concrètement, combien ça coûte avec le prix du loyer, de l'essence, de l'assurance, de l'avantage en nature, de la TVS, de la fraction non déductible. Voilà. Je pense que le véhicule, c'est un sujet complexe donc qui mérite qu'on s'y attarde un peu et donc on fera un webinaire dédié à ça. J'ai Chris qui me pose la question pour les repas BNC. Oui, j'y viens, c'est important. En BNC, vous avez le droit de manger tous les jours en bas de chez vous, peu importe. Par contre, vous avez une limite de déductibilité. Je n'ai pas le montant forcément en tête au centime près, mais entre 4,80 et 18,50 € de mémoire. Enfin, voilà, tout ce qui entre ces deux limites, 4,80 et 18,50, à vérifier. Hein, ça a peut-être changé à 1 € près, est déductible. Je m'explique. Si vous mangez pour 3 € parce que vous allez acheter un sandwich à la boulangerie, vous êtes en dessous de la limite des 4,80, on ne déduit rien. Par contre, vous mangez pour 14,80 €, on a 10 € déductibles. Et oui, en BNC, vous avez le droit de manger le midi chez vous. Ça fait partie des avantages liés à ce statut juridique. Donc, en entreprise individuelle, catégorie bénéfices non commerciaux. Alors, j'ai loupé une question. Médecin libéral et loyer à domicile pour bureau. Oui, alors le loyer, c'était le loyer à domicile. C'est le point d'après, donc je vais me permettre d'y revenir tout à l'heure. Parce que c'est le dernier point à voir avant de passer aux questions. Donc on fait un peu encore les questions. Les frais kilométriques perso sont-ils aussi pris en compte dans le cas d'une SCI? Oui, on peut très bien si c'est légitime. C'est-à-dire que vous allez visiter le bien, vous allez visiter des nouveaux biens, vous allez rencontrer vos locataires, faire l'état des lieux, ce genre de choses. Bien sûr, on peut déduire, si c'est cohérent, les frais des indemnités kilométriques, même pour une SCI. Alors, comment passer les frais? J'ai Christian qui me demande comment passer les frais liés à l'achat ou au changement de téléphone mobile et ses factures liées à l'abonnement. Tout simplement en faisant une facture au nom de la société. C'est-à-dire que vous achetez un véhicule, un téléphone, vous le mettez au nom de la structure et l'abonnement, pareil, il est au nom de la société. Alors souvent, qu'est-ce qu'on me dit quand on fait ça? On me dit: «Ah ouais, mais ça me coûte beaucoup plus cher quand je suis en société parce que, ils sont malins, les opérateurs, ils vous font payer 3 fois le prix si, on prend un compte pro». Bah, j'y peux rien moi, s'ils font comme ça, voilà. Donc soit vous dites: «Bah, je fais pas payer 3 fois le prix pour déduire, c'est ridicule», soit vous continuez à le payer perso, voilà. À un moment donné, on va pas prendre un contrat, enfin perso qui va pas être déductible sur le pro, ça marche pas, voilà. Vous faites votre choix. Si vous voulez garder votre numéro et ben, vous faites la portabilité, voilà, simplement. Vous demandez la portabilité à votre opérateur et vous pouvez très bien récupérer votre numéro, perso en pro. C'est pas un problème, c'est fait pour, ça fait des années enfin quelques années que ça existe. Voilà, vous demandez, je crois que vous récupérez votre numéro, j'ai plus le nom exact, enfin le mot, c'est pas IMEI, mais c'est un peu comme ça. Enfin, c'est votre numéro, votre code pour la portabilité de votre numéro. Et vous pouvez l'amener chez n'importe quel opérateur, chez n'importe quel contrat pro ou perso. Je vais revenir sur le dernier point ici, le loyer du domicile. Le loyer du domicile, concrètement. Parce que ça fait partie des fausses bonnes optimisations. Et en fait, si vous voulez, qu'est-ce qu'on a nous en tant qu'experts comptables? Comme demande de nos clients. On les a même, vous m'avez pas dit, mais mon copain, il m'a dit que lui, son expert comptable, il déduisait plein de trucs et vous déduisez pas, vous m'avez pas dit. Bon, alors déjà, je pense qu'il y a 3 niveaux de réflexion à avoir. Le premier, c'est tout bêtement, hein, c'est pas parce que le comptable déduit en face ou que votre collègue ou votre copain dit que le comptable déduit, que déjà il déduit, hein, parce qu'il peut très bien le passer en compte courant d'associé sans que le client soit au courant, première chose. Donc en fait, vous
vous pensez, parce que c'est pas parce qu'on paye avec la carte bleue de la société que la charge est déduite. Première chose, elle peut très bien être passée comptablement, mais encore une fois, vous vous rappelez, fiscalement, on a dit qu'on pouvait reprendre le résultat. Donc ça fait peut-être partie des charges qui finalement, vous pensez qu'elles sont déduites, et en fait, elles ne le sont pas. Ça, c'est la première chose. Ensuite, c'est pas parce que c'est déduit, c'est pas nous qui ne sommes pas contrôleurs fiscaux, donc je peux très bien vous passer toutes les charges que vous voulez. Demain, si vous avez un contrôle, ce sera redressé. Voilà. Moi, ça nuit à mon image en tant que cabinet auprès de l'administration fiscale. Et puis vous, du coup, ça peut être peut-être de nature à déclencher d'autres contrôles, hein. C'est-à-dire que vous avez un contrôle fiscal sur la société, on voit que vous faites n'importe quoi. Bon, bah, peut-être ce qu'on n'irait pas voir sur les autres sociétés que vous détenez, potentiellement, voir sur le côté perso. Parce que l'administration fiscale va dérouler le fil et tirer, voilà, dérouler la pelote de laine. Voilà. En tout cas, ils vont aller voir. Et au-delà de ça, au-delà de la partie déductibilité, il y a aussi la partie intérêt, hein, j'ai dit tout à l'heure, mais vraiment, la prise de hauteur, elle est super importante. Qu'est-ce que vous y gagnez? Et honnêtement, on peut faire les calculs dans tous les sens. Dans le cas du loyer, franchement, vous y gagnez pas grand-chose. Pourquoi? Encore une fois, je dis pas qu'on gagne rien, mais parce que déjà, vous allez évaluer les loyers en fonction de la valeur locative. Donc la valeur locative, c'est simple, hein, il y a combien de mètres carrés mis à disposition? Est-ce qu'il y a une pièce déjà mise à disposition? Parce que si vous me dites, je mets à disposition, enfin, je fais du télétravail, je travaille dans ma salle à manger, parce que j'ai pas de pièce, que j'ai 3 chambres, j'ai 2 enfants, ils ont chacun leur chambre, et puis moi j'ai une chambre également. Donc je travaille dans la salle à manger, il n'y a pas de pièce mise à disposition, pas de loyer possible. Le loyer possible, il est dans le cas où on met à disposition une pièce, voilà, bien identifiée. Ensuite, on évalue le coût de la location au prix du marché. Là, vous avez une pièce, je sais pas, mettons, vous avez une chambre, 12 mètres carrés. Dans votre secteur, le mètre carré se loue à 12 € du mètre. Bah, le loyer, ça vous fait 12 x 10, 120 € par mois de loyer. Vous voyez, quand on parle de pas grand-chose, parce que c'est 120 €, c'est pas 120 € net, hein, c'est 120 € de base. C'est-à-dire que la société vous paye un loyer, 120 €. On peut peut-être rajouter un peu de complément, un peu d'électricité, un peu d'eau, un peu d'internet. Allez, on va faire quoi? 150 €? Allez, même 200 si vous voulez. On a 200 €. Donc à titre personnel, vous recevez 200 €, la société déduit 200 €. La société déduit 200 €, donc se prive, il faut que je fasse le calcul à l'envers du coup, d'une économie d'impôt de 15 %. Donc sur les 200 € dont elle se prive, il y a 30 € qui viennent s'ajouter, vous perdez 30 € en fait. Vous faites pas une économie de 200, mais une économie de 170. Voilà. Première chose, voilà. À titre personnel, vous recevez 200 €. La majorité des cas, vous allez les déclarer en micro-foncier. Micro-foncier, comment ça marche? Sur les 200 € par mois, hein, on a dit. Je prends ma petite calculette, navré, mais on va aller dans des petits calculs. Donc vous récupérez 200 € qui sont certes pas soumis à charges sociales, mais qui vont être soumis à CSG, CRDS, et oui, à 17,2, plus votre taux marginal d'imposition. Donc sur vos 200 €, on est en ce qu'on appelle un micro-foncier. Donc on a un abattement de 30 %. La base de calcul de la fiscalité se fait non pas sur 200 € par mois, mais sur 140 €, donc 70 % des 200. Et là-dessus, vous allez payer de la CSG CRDS 17,2 plus votre taux marginal. Si je prends un taux marginal moyen, standard, 30 %, vous pouvez être à 11, vous pouvez être à 41, voire à 45. Je vais prendre le moyen, 30. Ça fait que vous allez payer 140 fois 47,2 %, on a dit 30 % d'impôt sur le revenu, plus 17,2 de CSG CRDS. C'est-à-dire qu'en termes de fiscalité, vous êtes à 140 fois 0,472, 66 €. Donc au final, vous n'avez pas gagné 200, vous avez gagné 200 moins 66, vous avez gagné 134. Si vous aviez dû prendre 134 € de salaire, du coup, vous avez payé des charges sociales dessus, alors il faut faire le calcul. Évidemment que il y a un gain, mais le gain, il est très relatif. Le gain, si vous allez gagner en pourcentage, vraiment quelque chose de très faible. Sauf que, ça on y reviendra, ça fait partie des calculs comme pour les dividendes. Quand on fait des économies comme ça, où on se paie un loyer à soi-même, certes, vous ne payez pas de charges sociales, mais du coup, il n'y a pas de contribution non plus
à la retraite, ni à la prévoyance, ni à la maladie. Ce que je veux dire par là, c'est que quand on paye des impôts, quels qu'ils soient, flat tax, impôt sur le revenu, CSG, CRDS, vous mettez de l'argent dans un trou. Voilà. C'est-à-dire que vous n'en verrez jamais la couleur. En fait, vous avez fait une croix dessus. Voilà. Quand à l'inverse, on se dit, bah non, finalement, au lieu de payer ça, je vais prendre un salaire. Oui, vous allez payer un peu plus, que vous allez payer des charges, vous allez payer des charges sociales dessus. Mais ces charges sociales-là, elles sont génératrices d'un revenu futur. Voilà. C'est-à-dire que, certes, à l'instant T, vous allez avoir un peu moins. Par contre, ça contribue à valoriser vos indemnités journalières. Si vous ne pouvez plus travailler, vous êtes en maladie, c'est en invalidité ou en maladie. Et ça contribue également à avoir une pension retraite valorisée également. Donc, quand vous payez des charges sociales, vous attendez un revenu futur. Quand vous payez des taxes et des impôts, vous mettez tout ça dans un trou pour le bien de la communauté. Voilà. Donc le calcul, il est à faire. Voilà. Moi, j'ai donné le grand principe, je peux m'adresser aujourd'hui là, à beaucoup de personnes, et de manière générale à beaucoup de personnes, on peut faire un calcul personnalisé, mais le loyer, d'expérience, encore une fois, hein, c'est pas là-dessus qu'il faut compter. C'est peut-être une petite optimisation qu'il faut voir. Peut-être que le cas échéant, pour vous, ce sera pertinent. Mais dans la majorité des cas, il faut se concentrer, je pense, sur autre chose. Après, une fois que vous avez fait les autres choses et qu'il ne reste plus que le loyer à discuter, ben, on le fait. Et puis, on fait des petites économies et puis on met en place quelque chose qui fonctionne. Hop. Alors, là, attendez, j'ai pas mal de questions. Tac, tac, tac. Alors. Moi, j'ai fini ma présentation pour information. Des fois, je suis un peu rapide, mais pas tellement de choix. Hop, voilà, vous allez revoir ma tête. Parfait. Rebonjour à tous. Je prends la question de Karine. Justement, un téléphone acheté 1 000 €, utilisation estimée 1 an, pas d'amortissement, même si on dépasse les 500 €. Si, amortissement. Dans ce cas-là, on va amortir sur. Ça fait cher le téléphone. On peut très bien estimer que c'était une dépense sur 1 an trop importante. Bon, ça, je suis pas tellement sûr que le contrôleur fiscal n'est pas là pour tellement juger, il est vraiment pour regarder la cohérence. Donc on va amortir sur 12 mois en fait. Enfin, si vous estimez, vous amortissez sur 12 mois. Ou alors vous amortissez sur 3 ans. Et ensuite, bah voilà, le téléphone est cassé, perdu, il marche plus, vous en rachetez un autre. Bah on passe finalement, on sort, on fait ce qu'on appelle une mise au rebut. On constatera la dépréciation one shot au moment de la mise au rebut. Mais à l'origine, voilà, ne faites pas un passage en charge, parce que ce sera retoqué par l'administration fiscale directement. Il vaut mieux faire un amortissement sur 24 mois. Et si au bout de 12, 13, 14 mois, vous le changez, vous le passez, on le passe, pardon, en mise au rebut, comme si vous l'aviez cassé, en fait, tout simplement. Chloé qui me pose la question. Si l'entreprise rembourse chaque mois l'avance de notes de frais à chaque associé, est-ce que les charges associées sont bien déductibles du résultat, même si facture à titre perso, type téléphone, par exemple? Alors là, c'est pareil, c'est pas dans l'idéal, non, parce que pourquoi? Parce que si jamais on vous paye, la société vous paye votre ligne téléphonique, vous avez ce qu'on appelle un avantage en nature. Donc il faudrait que sur votre fiche de paye, ou bien si vous êtes travailleur non salarié, sur votre déclaration, qu'on appelle la DSI, excusez-moi pour les termes, mais c'est comme ça que ça s'appelle. C'est la déclaration du coût des salaires pour le calcul des charges sociales pour toutes les personnes qui sont TNS. Celles qui sont concernées se reconnaîtront là-dedans. Vous, vous déclarez finalement un avantage en nature au titre de l'utilisation du téléphone perso, en tout cas de la prise en charge de votre ligne, de vos frais téléphoniques perso pour la société. Donc dans l'idéal, non, et si oui, avantage en nature. D'expérience, encore une fois, voilà, vous n'allez rien gagner parce que ce que vous allez gagner à titre personnel, finalement, vous allez payer des charges sociales dessus. Et bon, voilà, donc ça vaut pour les dirigeants comme pour les salariés, hein, attention. Merci Antoine. Alors, Kat qui me pose encore une question, mais vous avez bien raison. Quels sont les arguments acceptables et réalistes permettant de rénover mes 20 mètres carrés alloués à mon activité? Ça passe en immobilisation? Oui, si vous avez un bout de votre maison, un bout de votre appart, ce qui est dédié à l'activité, pour lequel vous allez, vous avez un atelier, un bureau, vous recevez des clients, vous faites du stockage, vous avez une activité à l'intérieur,
vous faites des rénovations, encore une fois, si c'est cohérent, il n'y a pas de raison que ce soit pas pris en charge. Néanmoins, vous améliorez votre résidence principale, si je comprends bien, donc on va prendre en charge qu'une quote-part. C'est-à-dire que ce n'est pas les travaux que vous allez effectuer, on ne prendra pas l'intégralité en charge, puisqu'on va considérer, en tout cas le fisc, en cas de contrôle, considérera que vous avez amélioré votre habitation principale par effet ricochet, et du coup vous avez augmenté la valeur de votre habitation, et on a vu tout à l'heure hein, dans le slide, parmi les 5 critères, on nous indique que la valorisation d'un actif n'est pas déductible. Là, c'est un peu le cas. Voilà. Donc, on sera raisonnable dans le passage en charge des travaux, puisque ça ne répond pas tout à fait à la définition, surtout vous en profitez personnellement. Merci DFCH. Chris 34. Ayant plusieurs activités domiciliées à domicile, peut-on avoir un loyer déductible en BNC au titre de la holding? Oui, vous pouvez. Du coup, vous allez multiplier les loyers, multiplier les revenus fonciers, multiplier l'impôt. Sur le BNC, pas tellement de problématiques parce que c'est déductible. La holding, à voir, mais si elle n'est pas bénéficiaire, vous avez une holding qui par nature est déficitaire, vous allez imposer des loyers à titre personnel sans avoir la possibilité de les déduire à titre personnel. Sur la holding, pardon. Donc, vous allez imposer d'un côté, mais non déductible de l'autre, ou ça crée un déficit de l'autre côté, mais on n'a pas tellement d'impact au même moment. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent, mais encore une fois, c'est une réponse. Je ne connais pas la situation. En l'occurrence, je n'ai pas tous les chiffres. Du coup, je vous réponds en essayant d'être le plus généraliste possible. Hop. Parfait. Moi, j'arrive au bout. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Hein. Je peux répondre à tout. On peut même déborder un peu sur l'objet du webinaire. N'hésitez pas. Je suis habitué à prendre des questions comme ça en rafale. Donc, normalement, je ne vais pas pouvoir répondre. Voilà. Si c'est pas clair, s'il y a des questions complémentaires, merci à vous. Je vois que vous avez apprécié. Une SCI considérée comme BNC? Non, pas du tout. BNC, on est sur une activité finalement de consulting ou bien de prestation de services à dimension non commerciale. C'est tout ce qui va concerner, entre autres, hein, les professions médicales. Voilà. Vous avez des médecins, généralistes, spécialistes, des kinés, des infirmiers. J'en oublie beaucoup, je suis navré, j'ai pas tout en tête, qui sont du coup en BNC, potentiellement des consultants qui peuvent être en BNC, des professions réglementées type huissier de justice, avocat, expert comptable. Si on exerce en nom propre, on va être considéré comme BNC. Voilà. Merci Angelina, très bonne journée aussi à toi. Karine, pareil. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres astuces que nous n'avons pas vues ce matin? Alors j'ai essayé d'être très généraliste. Encore une fois, hein, je ne parle pas vraiment d'astuces. L'idée, c'est de vous éclairer sur la façon de mener votre société et d'optimiser. C'est difficile on ne va pas tout énumérer. Ce qu'il faut voir, c'est quelles sont les dépenses que vous avez dans tous les cas au titre de votre société et à titre personnel, et qu'est-ce qui peut être finalement éligible à de la déduction. Donc vous faites l'inventaire de tout ce que vous payez à titre perso et à titre pro, et à un moment donné, vous dites, est-ce que ce que je paye à titre perso, est-ce que je ne peux pas le passer sur la société? Une mutuelle, des dépenses un peu d'ameublement, etc. vous aviez faites, l'histoire des voyages, le véhicule, difficile à dire, comme ça. Donc ça, vous regardez déjà sur l'existant. L'idée étant de ne pas dépenser pour dépenser. Hein. On n'est pas là pour dire, puisque c'est déductible, j'en profite. Par contre, si derrière vous avez une dépense qui, elle, est déductible, et mais derrière vous amène du business ou de la rentabilité, on est plus tenté de d'effectuer cette dépense. Vous voyez, c'est le cas des auto-entrepreneurs qui ne déduisent rien, eux. Hein. Bon, ils sont limités, ils y vont, on va dire, en gagne petit, si je peux me permettre cette expression, parce que finalement, tout ce qu'ils dépensent, c'est pas déductible. À l'inverse, quand on est en société, on a la possibilité de déduire, donc profitons-en. Si on a un investissement à faire, on le fait. Si on peut déduire la charge, évidemment. Dans tous les cas, on a un avantage fiscal. Maintenant, on peut prendre le risque.
quand on ne peut pas déduire, et vous prenez un véhicule de tourisme, par exemple, la question vraiment se pose aujourd'hui, en fonction de vos habitudes. Est-ce que vous faites beaucoup de kilomètres à titre personnel ou à titre professionnel, ce genre de choses, ça compte? Est-ce que c'est légitime de mettre ce véhicule sur la société? Pas toujours, pas toujours, parce que c'est plus «rentable» entre guillemets. Économiquement, en tout cas, c'est peut-être plus pertinent d'avoir le véhicule à titre, personnel et de facturer des indemnités kilométriques. Après, il y a malgré tout un inconvénient, hein, c'est que c'est pénible. Voilà. C'est-à-dire que quand vous devez tout payer perso, faire les avances de frais, noter vos indemnités kilométriques, on va pas se mentir, hein, c'est une usine à gaz. Voilà, si on n'est pas bon dans l'administratif, si on est allergique au tableau Excel, ah oui, vous allez en oublier la moitié, au final, ce sera pas pertinent. Ou alors vous allez le faire mal et en cas de contrôle, vous allez vous faire redresser. On va dire: «Maintenant, c'est pas déductible, c'est que c'est pas assez justifié». Bon, la question se pose, il y a le côté pratique, il y a le côté économique. Hein, c'est pas toujours compatible. Hop là, alors après, merci à vous, merci à tous, hein, c'est top. Merci et cetera. Alors, j'ai une petite question. J'ai 2 SCI et une SAS qui fait le rôle d'holding. J'ai besoin d'un véhicule de société qui servira pour les 3 sociétés. Comment choisir la société qui doit acheter le véhicule? Eh bah, c'est une bonne question. Votre SAS aujourd'hui, elle est là pour administrer les 2 SCI. Donc, a priori, vu que c'est commun au groupe, je mettrai la société sur la SAS, le véhicule sur la SAS. Pour autant, je vous invite à contacter votre chargé de mission dans ce cadre-là. C'est en fait quand même réaliser une étude parce que la SAS n'étant, a priori pas fiscalisée, en tout cas pour le moment, tant qu'on ne remonte pas de dividendes, on n'a pas d'impôts à payer. C'est-à-dire qu'on n'aura pas d'économie d'impôts non plus et potentiellement, on aura un avantage en nature, il va falloir mettre des fiches de paye. Voilà, encore une fois, le sujet des véhicules, il est sensible. Il n'est pas forcément, pertinent d'avoir un véhicule dans la société. Ça dépend du véhicule, ça dépend de l'utilisation, ça dépend vraiment de pas mal de critères. Dans votre cas, je j'imagine qu'économiquement, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est plus logique et plus viable, de, noter des indemnités kilométriques, donc de noter vos kilomètres et de déduire au réel, vos et d'être remboursé en fait sur la base d'un forfait d'indemnité kilométrique. Mais encore une fois, on peut en voilà pour Christophe, voilà pour Christophe et pour, Monsieur Piégé, on peut voir ça dans un deuxième temps et vos chargés de mission respectifs. Si jamais vous n'êtes pas client du cabinet, parce que je sais qu'il y a des personnes qui ne sont pas clientes, qui veulent aller un peu plus loin, vous m'envoyez un email et puis on programme un rendez-vous, c'est pas un souci, voilà. Alors pour Christian, la présentation, on est filmé, hein, enfin je suis filmé, puis, vos questions aussi de fait, depuis 1h34 maintenant, parce que j'ai démarré un tout petit peu avant vous. Tout ça sera, mis sur YouTube. Tous les webinaires, hein, qu'on fait sont, enregistrés et du coup disponibles sur la chaîne YouTube du cabinet. Ça, vous pouvez les revoir sans limite. Quant à la présentation, ah oui, c'est peut-être ça la question, Christian. Bah, du coup, elle est, a priori non, je n'envoie pas le PowerPoint. Par contre, vous retrouvez le déroulé du PowerPoint avec les commentaires, bah, du coup en vidéo. Voilà, je pense voilà, d'ici, on va dire, demain, voire ce week-end, si, je prendrai le temps, avant lundi en tout cas, de le faire. Du coup, vous retrouvez sur la page d'inscription au webinaire, au lieu d'avoir le lien d'inscription, vous avez le lien YouTube pour accéder à la vidéo. Voilà, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, sinon je vais aller manger. Mais n'hésitez pas, je peux encore rester quelques instants s'il y a des questions. Parfait, merci à vous. J'en profite, j'en fais un peu de pub rapide, très rapide sur, compte Instagram du cabinet Cardinal Group, qui vous permet, d'accéder à de l'info et voilà, des infos comme ça partagées un peu à la volée et s'il y en a qui sont, voilà, qui étaient contents du webinaire, qui sont contents du cabinet, n'hésite pas à partager, à mettre des avis sur nos pages Google, c'est important pour nous. On reste un petit cabinet aujourd'hui.
l'avis de nos clients compte à la fois pour nous et à la fois pour d'autres qui souhaiteraient nous rejoindre au sein du cabinet. Donc allez sur, voilà, vous tapez Cardinal et puis vous allez sur la page Google, vous laissez un petit avis, ça me fera énormément plaisir. On fait des webinaires comme ça pour partager de l'information, c'est gratuit, pour autant c'est du temps pour nous de préparation, du temps dans les échanges. Et voilà, si vous voulez me faire plaisir, le meilleur moyen de me remercier, c'est ça, vous mettez un petit avis sur nos pages Google, vous parlez un peu de nous, Facebook, LinkedIn, faites ce que vous voulez. Je vais rien contrôler, mais ce sera toujours sympathique et j'aurai l'impression d'avoir été payé pour mon travail. Et donc je serai ravi, vous ferez de moi quelqu'un de très heureux. Voilà. Ouais, je sais Christian, je vous remercie beaucoup. Vous l'avez déjà fait. Parfait. Bon, de toute façon, on se revoit bientôt, hein. Pour ceux qui seront présents demain pour le juridique, je le co-anime avec Mylène, qui est, responsable juridique au sein du cabinet. Et puis ensuite, j'en anime d'autres sur, les investissements dans l'immobilier. Voilà, 10 conseils, pour investir dans l'immobilier. Donc ça, ce sera début novembre et puis j'en ai un autre que je fais moi-même également fin novembre sur la trésorerie, le pilotage de trésorerie des entreprises. Voilà. Comment je fais pour avoir de la trésor? Parce que c'est le nerf de la guerre, voilà, c'est clair. Alors, des entreprises rentables qui arrivent, à la barre du tribunal de commerce en redressement, voire en liquidation, il y en a plein. Et pourtant, sur le papier, je vous assure qu'elles gagnent de l'argent. Et pour autant, si on n'a pas de cash, si on n'a pas de trésor, bah, ça marche pas, on met la clé sous la porte. Donc, objectif trésorerie, et je vous explique tout ça. On prendra 1 heure pour voir tous les leviers pour avoir une gestion de trésorerie saine. Voilà. Ça, c'est bientôt, enfin, c'est bientôt. C'est fin novembre, mais ça vous laisse le temps de vous inscrire. Parfait. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une bonne journée. Euh, Problème de l'encours trop important pour les investissements IMO, c'est prévu. Voilà, le calcul en différentiel. Comment vous pouvez être bloqué si vous partez sur du LMNP pour un achat de résidence principale. C'est à la fois des conseils théoriques et à la fois beaucoup d'expériences personnelles ou des expériences à travers de 4 clients. Voilà, aujourd'hui, hein, on a, pour vous donner un ordre d'idée sur le cabinet, ça vous y verrez un peu plus clair. Aujourd'hui, c'est 900, un peu plus de 900 clients qui nous font confiance, 450 clients entrepreneurs, 450 clients investisseurs. C'est pas fini, on en a toutes les semaines des nouveaux, parce qu'on aime ça, parce qu'on aime bien notre travail. On n'est pas parfait, encore une fois. Donc, si vous avez des recommandations à faire, faut pas hésiter non plus. Parlez à votre chargé de mission, voilà.